Maison ou appartement? Et si demain la situation se dégrade sérieusement, lequel des deux vous donnera les meilleures chances de tenir? La réponse paraît évidente, hein. La maison. Plus d'espace, un jardin, davantage de stockage, et peut-être même un peu d'autonomie. Et pourtant, ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'une maison isolée à la campagne, une maison mitoyenne dans un lotissement, une maison située en périphérie d'une grande ville, ne sont déjà pas du tout les mêmes situations. Et pour les appartements, c'est strictement la même chose. Un appartement au rez-de-chaussée dans un vieil immeuble en centre-ville n'a rien à voir avec un appartement au 8e étage dans une résidence sécurisée, fermée et en périphérie d'une ville. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter de raisonner en théorie. On va regarder ce qui se passe réellement. Et vous allez peut-être découvrir que le problème n'est pas forcément le logement que vous pensiez avoir choisi. On y va, c'est maintenant, c'est tout de suite. Avant de commencer, je vais te demander de liker, partager, commenter cette vidéo. C'est important pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas ou ne connaissent pas la chaîne et qui se posent aussi cette même question. Merci pour eux. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui revient régulièrement. Maison ou appartement? Lequel est vraiment adapté à la survie? Et je risque de décevoir ceux qui attendent une réponse simple. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vainqueur dans cette vidéo. Parce que si je vous disais simplement la maison c'est mieux ou non, l'appartement c'est plus sûr, je crois que je vous raconterai une histoire qui est un peu beaucoup trop simple pour être honnête en fait. La réalité c'est que votre logement n'a jamais été simplement 4 murs et un toit. Il y a sa structure, son année de construction, son étage, ses accès, ses possibilités de stockage, ses réseaux et ses voisins. Et tout ce qu'il y a autour. Parce qu'une maison peut avoir un avantage extraordinaire sur le papier et devenir un handicap, un véritable handicap à cause de son environnement. Et inversement, un appartement qui semble très contraignant peut finalement présenter des avantages que l'on oublie complètement lorsqu'on raisonne uniquement en termes d'espace ou d'autonomie. C'est précisément pour cette raison que j'ai travaillé sur un dossier complet à cette vidéo, le dossier mission M005. Maison vs appartement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et puis restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous montrer comment il fonctionne en fait. Donc dans ce dossier, j'ai retenu 15 critères permettant d'analyser un logement de manière plus complète que dans cette vidéo, qui sera une vidéo partie 1. Donc je vais prendre 3 critères et les examiner un peu plus profondément. Alors, pas simplement en disant maison avantage ou appartement inconvénient, ça n'importe quel tableau comparatif est capable de le faire. Ce qui nous intéresse, c'est dans quelles circonstances cet avantage devient réellement un avantage et dans quelles circonstances il peut se transformer en problème. Et surtout, pour chaque situation, je vais essayer de répondre à 3 questions simples. La première question, c'est est-ce que je peux corriger le problème? Si oui, comment? La deuxième question, si je ne peux pas corriger, est-ce que je peux compenser ce problème? Et enfin, la troisième question, est-ce que c'est une contrainte structurelle que je ne pourrai jamais supprimer au final? Parce que cette dernière question est probablement la plus importante. Il y a des choses que l'on peut améliorer, il y a des choses que l'on peut contourner, et puis il y en a d'autres pour lesquelles on peut acheter tout le matériel du monde, ça ne changera rien. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut commencer à se poser une question beaucoup plus inconfortable. Est-ce que je dois rester ici ou est-ce que je dois envisager de partir? Alors avant de commencer, je vous propose une règle bien simple. Pour toute cette vidéo, je ne vais pas chercher à savoir qui gagne entre maison ou appartement, mais vous cherchez plutôt à savoir où se situe votre propre logement. Parce que vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines situations et peut-être aussi découvrir que votre logement possède une faiblesse que vous aviez jamais considérée comme importante. Et si c'est le cas, c'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, une faiblesse que l'on identifie, c'est une faiblesse que l'on peut traiter. Premier exemple, l'eau.
j'ai eu l'occasion de travailler dans des belles maisons, vraiment des très très belles maisons, qui avaient vraiment coûté beaucoup d'argent. Des maisons avec des beaux terrains, des aménagements, des massifs, des pelouses impeccables. Mais parfois, et beaucoup de fois, il y a un truc qui quand même saute aux yeux. Aucun moyen de récupération d'eau. Aucun. Et un jour, j'ai discuté avec un des propriétaires d'une maison et je lui ai dit, mais t'as pas prévu de récupérer de l'eau de pluie? Puis lui, oh non, moi, non, ça me gonfle de trop, c'est du boulot, faut filtrer, nettoyer, moi ça me saoule, je tourne le robinet et hop, c'est bon. Et puis il me dit, voilà, il me montre fièrement son garage, il avait 4-5 litres, 4-5 paquets de flotte, bon, très bien, pour lui c'était suffisant. Mais bon, à la maison, ils étaient 4. Et honnêtement, je suis un peu tombé de ma chaise quand même. Pas parce qu'il n'avait pas une citerne de 10 000 litres, non, mais parce que le mec, il venait de mettre des dizaines de milliers d'euros dans une maison et qu'il n'avait même pas prévu une solution aussi simple que de récupérer de l'eau de pluie. Alors attention, il faut ensuite prévoir de la rendre potable si c'est ton but. Mais c'est surtout une réserve d'eau disponible si le réseau venait à s'arrêter. Là, tu as une solution. Parce qu'à partir du moment où vous avez une réserve, même imparfaite, vous avez un avantage et au moins une marge de manœuvre. Alors qu'avec 3 packs d'eau dans le garage, t'as 3 packs d'eau dans un garage. Voilà, c'est bien. Moi, je me rappelle d'un truc, et ça m'a fait penser à mon grand-père, qu'un jour j'ai entendu dire à un de mes cousins qui construisait une maison, si ta maison est à moins de 20 minutes d'une rivière, va ailleurs. Bon, évidemment, c'est pas une règle scientifique, universelle. C'était sa manière à lui de dire beaucoup plus de choses plus simplement. Ne choisis pas un endroit sans regarder où se trouve ton eau. Et c'est un réflexe intéressant, parce qu'on peut passer des heures à comparer une maison et un appartement, mais si on ne regarde pas l'environnement dans lequel il se trouve, on passe à côté d'une partie essentielle du problème en fait. Donc l'eau, c'est pas simplement combien j'ai de bouteilles dans mes placards ou ailleurs. Il faut regarder plusieurs choses. Combien j'ai réellement en réserve, combien de litres je peux stocker, comment je peux renouveler cette réserve, quelles sont les autres sources possibles autour de moi, et surtout, que se passe-t-il si le réseau ne fonctionne plus? Et c'est là que la comparaison entre maison et appartement devient vraiment intéressante. La première chose à comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'eau, il faut en réalité regarder plusieurs problèmes différents. Il y a l'eau que vous avez déjà chez vous, il y a votre capacité à la stocker, il y a votre capacité à la renouveler, et il y a votre capacité à la traiter si vous devez utiliser une autre source. Et enfin, il y a votre dépendance au réseau. Et c'est là que la comparaison entre maison et appartement commence à devenir intéressante, en fait. Parce que sur le papier, la maison, ça semble idéal. C'est elle qui a l'avantage. Mais encore une fois, sur le papier seulement. Prenons le cas pour une maison. Vous avez généralement davantage de possibilités pour organiser un stockage. Vous pouvez avoir un garage, une cave, un local technique, un sous-sol, que sais-je. Parfois même un terrain pour certaines. Et selon la configuration de la propriété et les installations existantes, certaines solutions de récupération ou d'approvisionnement peuvent également être envisageables. Donc oui, la maison offre généralement davantage de possibilités physiques. Mais attention, au mot important, c'est possibilité. Ça ne veut pas dire que la maison est automatiquement autonome. Une maison raccordée au réseau d'eau reste dépendante du réseau d'eau. Il faut donc regarder ce qui se passe après la coupure. Prenons maintenant 2 types de maisons. La première maison, tu as une maison individuelle avec un terrain, un espace de stockage disponible, plusieurs possibilités d'organisation et un environnement relativement peu dense. Et puis tu as la deuxième maison, une maison individuelle dans un lotissement très dense, sans espace réel disponible, avec peu de possibilités de stockage et une forte dépendance au réseau. Les deux sont des maisons, et pourtant leur capacité à gérer une rupture d'approvisionnement peut être radicalement différente. Et c'était exactement pour cette raison que dans le M005, je
Je vous demande, jamais simplement, est-ce que c'est maison ou appartement? Je vous demande quelle maison, quel environnement, dans quelle possibilité réelle. Voilà. Maintenant, si tu prends le cas d'un appartement, là, la contrainte apparaît beaucoup plus rapidement, c'est l'espace. Un appartement offre généralement moins de possibilités de stockage qu'une maison, on est d'accord. Mais c'est pas uniquement une question de place dans les placards. Parce que lorsque vous commencez à vouloir stocker plusieurs jours, plusieurs semaines ou davantage, l'eau prend rapidement une place considérable. Mais surtout, elle pèse lourd. Je rappelle qu'un litre d'eau, c'est environ 1 kg, plus le contenant. Donc 10 litres, 10 kg. 100 litres, 100 kg. Et là, on commence déjà à comprendre pourquoi la question de l'eau dans un appartement ne peut pas être traitée simplement comme une question de volume disponible. Mais il y a un autre problème. Dans une maison, lorsque vous avez davantage d'espace, vous pouvez généralement répartir vos réserves. C'est vrai. T'en fous dans le garage, la cave, la cuisine. Mais dans un appartement, cette possibilité peut être beaucoup plus limitée. Il faut également tenir compte de la structure du bâtiment et la manière dont les charges sont réparties. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'un appartement ne peut pas stocker de l'eau. Pas vrai. Je vous dis exactement l'inverse. Il faut réfléchir comment stocker lourd. Parce qu'entre j'ai 200 litres d'eau chez moi et j'ai concentré 200 kg sur une petite surface, c'est pas exactement la même situation. Et c'est justement un point que nous avons détaillé dans le dossier M005. Donc finalement, quelle est la meilleure situation? La maison ou l'appartement? Ni l'un ni l'autre. Automatiquement, la vraie question est: quelle est votre capacité réelle à maintenir votre accès à l'eau si le réseau ne fonctionne plus? Et cette capacité dépend de 5 choses. Votre stock, votre capacité de stockage, votre possibilité de renouvellement, votre capacité de traitement et votre dépendance au réseau. Si vous avez une maison avec 3 jours d'eau et aucune solution derrière, vous avez une maison. Vous n'avez pas nécessairement une solution résiliente. Si vous avez un appartement avec un stockage raisonnable, dimensionné, une bonne organisation et une stratégie de renouvellement adaptée, vous avez peut-être une solution beaucoup plus solide que ce que laisse penser le simple mot appartement. Et c'est ici que notre méthode commence vraiment. Qu'est-ce que je peux corriger? Dans beaucoup de logements, augmenter raisonnablement le stockage est possible. On peut également améliorer l'organisation et la rotation des réserves. Qu'est-ce que je peux compenser? Si mon appartement ne permet pas de stocker beaucoup, je peux travailler sur la rotation, le traitement, l'identification des ressources alternatives accessibles. Là, par exemple chez moi, c'est très simple. Moi, j'ai 50 litres d'eau ici tout le temps. Et avec mon voisin, qui lui a une cave en bas, moi j'en ai pas, on a à peu près 300 litres. Parce que lui, ils sont 4 chez lui, moi je suis tout seul avec le chien. Et de temps en temps, j'ai mes filles, mais ça perturbe pas trop le système de rotation. Donc, moi ce que je fais, c'est que j'utilise mon eau ici. Une fois que j'ai utilisé l'eau, je remplis mon réseau, tant qu'il fonctionne, et je descends à la cave, et je prends, mettons, 2 bidons, je pose 2 bidons devant les autres, et je récupère les 2 de derrière. Ce qui fait que on pousse tout le temps les nouveaux entrants devant, et on prend tout le temps ceux de derrière. Il fait la même chose, je fais la même chose. Ce qui fait qu'on a à peu près toujours 300 litres de flotte en bas en permanence. Et pour lui et pour moi. Ça, c'est une solution. C'est-à-dire que je stocke pas beaucoup chez moi, mais j'ai tout dans la cave au niveau du sol. Là, on peut stocker autant qu'on veut. Voilà. Donc je reviens. Mais attention, une compensation ne transforme pas magiquement une contrainte en avantage. Et enfin, qu'est-ce qui est structurel si votre logement ne permet pas physiquement un stockage important? C'est ce que je viens de vous dire. Vous ne pouvez peut-être jamais atteindre le niveau de stockage que vous auriez dans une maison. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas forcément rédhibitoire, mais il faut le savoir. Parce que si vous avez besoin d'une autonomie importante en eau, et que votre logement ne permet pas structurellement pas de la construire, alors ce n'est pas simplement une question d'organisation, c'est une contrainte du logement. Et c'est exactement pour cela qu'il faut éviter les phrases
du genre, si tu veux survivre, achète une maison. Non. Parce que, peut-être, mais laquelle? Et où? Avec quelles ressources en eau? Avec quelle capacité de stockage? Avec quel environnement? Et pour combien de personnes? Parce qu'une maison qui paraît parfaite sur une annonce immobilière peut devenir beaucoup moins intéressante dès qu'on commence à poser les bonnes questions dans ce genre-là. Donc pour l'eau, avantage à la maison? Potentiellement. Mais pas automatiquement. L'avantage principal de la maison, c'est généralement la possibilité d'avoir davantage de solutions. Ça c'est vrai. L'avantage de l'appartement peut être ailleurs. Proximité des ressources, densité des services, accès facilité à certaines infrastructures, selon son environnement. Et surtout, une chose doit rester en tête. Ce n'est pas votre robinet qui détermine votre autonomie en eau, c'est ce qui se passe lorsque le robinet ne fonctionne plus. Et ça, c'est une autre question. L'eau n'est pas seulement l'élément dont notre logement dépend. Parce qu'une fois que l'eau est là, il faut encore pouvoir la faire chauffer ou cuisiner, s'éclairer et faire fonctionner les équipements indispensables. Et là, on arrive à un deuxième critère qui peut complètement changer la comparaison entre maison et appartement. L'énergie, bien sûr. Et justement, quand je repense à mon pépé, il avait une logique assez particulière. Pour l'eau, il disait, si t'as pas une rivière à moins de 20 minutes de chez toi, va ailleurs. Voilà, démerde-toi avec ça. Mais il avait exactement la même philosophie pour l'électricité. Un jour, je me rappelle, j'étais petit, je rentre à la maison et moi, machinalement, j'allume la lumière. Et il me dit comme ça, et dis donc, si l'électricité ne marche plus, hein, c'est déjà arrivé. Et là, il me regarde et il me sort, allume une bougie, ça coûte moins cher. Voilà. Encore une fois, démerde-toi avec ça. Mais cette dernière phrase est un peu brutale, et il avait quand même une idée intéressante. Il ne considérait pas l'électricité comme quelque chose d'indispensable pour tout. Il faisait la différence entre ce dont on a réellement besoin et ce dont on a pris l'habitude d'avoir besoin. Et là, on arrive à un deuxième sujet de la vidéo, bien sûr. Parce que lorsqu'on commence à réfléchir à une situation dégradée, la question n'est pas comment vais-je continuer à faire fonctionner toute ma maison normalement. La question est qu'est-ce que je dois absolument continuer à faire fonctionner. Et cette distinction change complètement la manière de comparer une maison et un appartement. Parce qu'une maison peut offrir davantage de possibilités pour produire, stocker ou utiliser différentes formes d'énergie, mais elle peut aussi avoir beaucoup plus de choses à alimenter. Un appartement, lui, dispose généralement de moins de possibilités techniques, mais il peut aussi avoir moins de besoins individuels. Et là encore, tout dépend de la situation réelle. Alors, maison ou appartement, qui part avec l'avantage sur l'énergie, j'en sais rien, avant de comparer maison et appartement en faisant encore une toute petite expérience. Imagine que demain matin, vous vous réveillez, il n'y a plus d'électricité. Pas pendant 20 minutes, hein, mais plus rien. Vous ouvrez le robinet, votre installation, vous découvrez peut-être que l'eau coule encore ou pas. Vous ouvrez le réfrigérateur, il ne fonctionne plus. Vous prenez le téléphone, 63% de batterie. Très bien, mais il ne va pas rester à 63% de batterie éternellement. Et puis la box, elle a dit, moi, il n'y a plus de jus, je suis à la retraite. Maintenant, posez-vous simplement cette question. De quoi avez-vous réellement besoin pour continuer à vivre normalement? Ou au moins correctement? Parce que c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Quand ils pensent autonomie électrique, ils imaginent tout de suite les panneaux solaires, les batteries, les groupes électrogènes, les onduleurs, la grosse méga install. Pourquoi pas? Mais avant d'acheter quoi que ce soit, il faut commencer par faire quelque chose de beaucoup plus simple, faire la liste de ce qui doit réellement continuer à fonctionner. Parce que si vous essayez de faire fonctionner votre logement exactement comme en temps normal, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie. Si vous cherchez simplement à faire fonctionner ce qui est essentiel, c'est plus du tout la même équation. Allez, d'accord.
Prenons quelques exemples, par exemple le réfrigérateur, le congélateur, le chauffage, les pompes à eau, s'il y en a dans certaines maisons, il y en a encore besoin, l'éclairage, la cuisson, la télécommunication, certains équipements médicaux, un ordi, peut-être, et puis les petits appareils que nous considérons aujourd'hui comme tellement normal qu'on ne se demande même plus s'ils sont à pile ou s'ils sont branchés. Mais maintenant, faites l'expérience. Combien de ces équipements sont réellement indispensables ? Et lesquels pourraient simplement être arrêtés ? Prenons maintenant une maison. Là encore, elle peut présenter un avantage. On dispose généralement de davantage d'espace et de possibilités techniques selon la configuration. Vous pouvez envisager différentes solutions de production ou de stockage, c'est une évidence. Vous pouvez également avoir davantage de place pour certains équipements. Mais il y a un petit piège. Plus de possibilités ne signifie pas forcément moins de dépendance, parce qu'une maison peut aussi avoir davantage d'équipements, une chaudière, une pompe, un portail électrique, un système de chauffage important, des équipements extérieurs et parfois même un système d'eau qui lui aussi dépend de l'électricité. Vous pouvez donc avoir une maison avec énormément de possibilités, mais également énormément de choses qui s'arrêtent en même temps quand le courant disparaît. Maintenant, prenons un appartement. À première vue, il part, lui, avec un handicap. Mais vous avez moins de place. Vous avez moins de possibilités d'installer votre propre système. La toiture, elle vous appartient pas, généralement. Vous ne pouvez pas décider demain matin d'installer une grosse installation sur le toit. Parce que tu as eu une révélation le matin en prenant ton café. Non, il y a une copropriété. Il y a des règles, des contraintes techniques. Et parfois, tout simplement, pas de place. Donc oui, sur ce point, l'appartement peut être structurellement plus limité. Mais regardons maintenant de l'autre côté du miroir. Un appartement peut aussi avoir moins de besoins énergétiques individuels. Vous n'avez peut-être pas de portail motorisé, pas de pompe de forage, pas de système d'arrosage, pas de dépendance à certains équipements extérieurs. Et selon l'immeuble, vous pouvez bénéficier d'une situation énergétique très différente. Certains appartements sont chauffés collectivement, d'autres disposent d'installations individuelles. Certains ont une excellente isolation et d'autres sont de vrais passoires thermiques. Et là encore, on ne peut pas simplement écrire « appartement égale mauvais » dans un tableau. Si je prends un exemple un peu concret, quelqu'un me dit « moi je suis tranquille, j'ai acheté un groupe électrogène ». Exemple. Très bien, pas de problème. Mais moi immédiatement je pose 2-3 questions. Il est où? Il fonctionne avec quoi? Combien en as-tu? Comment le fais-tu fonctionner? Combien est-ce qu'il consomme? Quel équipement vas-tu réellement alimenter avec? Et surtout, où tu vas le mettre? Parce qu'un groupe électrogène dans un espace fermé, c'est pas une solution. On est tous d'accord. Entre l'échappement et le bruit, c'est impossible. Et un groupe électrogène mal utilisé peut transformer une tentative d'autonomie en problème beaucoup plus grave. Donc, encore une fois, acheter l'équipement n'est pas la stratégie. La stratégie, c'est de savoir pourquoi vous l'avez, ce qu'il doit alimenter, combien de temps, et dans quelles conditions vous pouvez réellement l'utiliser. Et puis, il y a une autre question, stocker l'énergie. Une batterie peut être très intéressante. Effectivement, une batterie n'est pas une source magique d'électricité, par contre, elle stocke une quantité limitée d'énergie. Et plus vos besoins sont importants, plus la capacité augmente. Donc, encore une fois, tout commence par la question. Qu'est-ce que je veux réellement faire fonctionner? Si votre objectif est simplement, je sais pas moi, l'éclairage et le téléphone, la radio, très bien. Avec des petits équipements, pas de problème. Vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous voulez continuer à alimenter votre chauffage, la plaque de cuisson, le chauffe-eau, le congélateur, l'électroménager, et toute la maison, comme si de rien n'était. Et là, on retrouve exactement le M005. Qu'est-ce que je peux corriger? Je peux réduire ma consommation, je peux remplacer certains équipements par des solutions moins énergivores, je peux identifier les équipements réellement
prioritaire, qu'est-ce que je peux compenser? Je peux prévoir une réserve d'énergie adaptée à mes besoins. Je peux diversifier mes moyens de secours. Et surtout, je peux apprendre à fonctionner avec beaucoup moins d'énergie. Et puis, il y a ce que je ne peux pas changer, le structurel. Dans un appartement, certaines installations individuelles peuvent être impossibles ou fortement limitées. Vous ne pouvez pas modifier le bâtiment, évidence. Vous ne pourrez pas forcément décider de ce qui se passe sur le toit. Vous ne pourrez pas remplacer un système collectif. Là encore, il faut être honnête avec ça. Une contrainte structurelle n'est pas un problème qu'on règle avec une liste d'achat chez Amazon, par exemple. Parfois, il faut simplement l'accepter et construire sa stratégie autour. Alors finalement, qu'est-ce que Pépé il voulait dire avec ça? Allume une bougie et ça coûtera moins cher. Il disait quelque chose de simple. Tu n'as pas besoin d'électricité pour un truc. Ne dépense pas d'énergie pour le maintenir. Et c'est probablement une des premières choses à comprendre lorsqu'on parle d'autonomie. L'énergie la moins difficile à produire est souvent celle dont on n'a pas besoin. Alors, maison ou appartement? Avantage maison? Potentiellement oui. Pour les possibilités techniques et l'espace disponible. Ça, on est d'accord. Attention, plus de possibilités signifie aussi parfois plus d'équipements et donc plus de besoins. Ou avantage appartement. Potentiellement sur certains besoins réduits et selon les caractéristiques de l'immeuble, mais avec des contraintes structurelles qui peuvent être beaucoup plus difficiles à contourner. Donc une nouvelle fois, il n'y a pas de gagnant. Il y a simplement deux situations différentes. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir si la maison gagne contre l'appartement, c'est de savoir quelle quantité d'énergie le logement exige réellement pour continuer à fonctionner lorsque le réseau disparaît. Maintenant, on arrive à quelque chose qui est directement lié à l'eau et à l'énergie. Parce que vous pouvez avoir de l'eau, vous pouvez avoir de l'énergie, il n'y a aucun problème. Mais si demain matin, il ne fait que 5 degrés dans le logement, votre problème devient rapidement très concret, de chauffage. Et là, la comparaison entre maison et appartement va devenir encore plus intéressante, je pense. Parce que dans ce domaine, certaines possibilités que vous avez dans une maison sont simplement impossibles dans un appartement. Je t'interromps 5 minutes, ou 5 secondes plutôt. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai un petit tips pour toi que j'avais oublié dans la vidéo d'avant. Voilà. Maintenant que vous avez réglé le problème de l'eau et de l'électricité, mais avec 5 degrés dans votre logement, le problème devient rapidement beaucoup plus concret, on est d'accord. Le chauffage. Et là, la comparaison entre maison et appartement devient particulièrement intéressante, parce que dans ce domaine, certaines possibilités que vous avez dans une maison sont tout simplement impossibles dans certains appartements. Commençons par une évidence. Quand tout fonctionne normalement, le chauffage est rarement un problème, on est d'accord. On règle le thermostat, la chaudière démarre, les radiateurs chauffent, et on n'y pense plus. Le problème commence lorsque quelque chose vient interrompre cette chaîne. Plus d'électricité, plus de gaz, plus de combustible, ou une chaudière en panne, une installation collective qui ne fonctionne plus, et je le vois tous les hivers. Et soudain, ce qui était un simple élément de confort devient une fonction essentielle du logement. Et là, la première question à se poser n'est pas quel chauffage de secours je vais acheter, c'est de quoi mon chauffage actuel dépend-il. Prenons une maison par exemple. Elle peut offrir beaucoup de possibilités selon sa configuration, son environnement et ses installations existantes. On peut parfois envisager plusieurs solutions de chauffage. Un poêle, une cheminée, une chaudière utilisant un autre combustible, du bois, une autre source d'énergie. Et surtout, une maison peut parfois permettre de stocker le combustible nécessaire. Mais attention, là encore, je dis bien peut. Pas possède automatiquement. Une maison équipée d'une chaudière au gaz et d'un chauffage central qui dépend de l'électricité reste dépendante des deux. On est bien d'accord. Si le gaz est disponible, mais que la chaudière ne peut plus fonctionner sans électricité, ben vous avez du gaz, vous avez une chaudière, vous avez des radiateurs, mais vous avez froid.
Voilà. Et là, je pense à une situation assez classique. Quelqu'un m'a dit un jour, moi, je suis tranquille, chez moi, j'ai une cheminée. Très bien. Mais est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle est ramonée? Est-ce qu'il y a du bois? Est-ce qu'il est sec? Pour combien de temps as-tu prévu? As-tu réellement prévu de l'utiliser comme un chauffage ou simplement comme une décoration, ta cheminée? Voilà. Ça, c'est juste les questions de base. Encore une fois, une possibilité technique n'est pas encore une solution opérationnelle. Et c'est exactement la même erreur que pour l'eau. Avoir quelque chose n'est pas la même chose que pouvoir réellement compter dessus. Si on regarde l'appartement, là, les contraintes peuvent devenir beaucoup plus fortes. Dans certains appartements, on ne peut tout simplement pas installer ce qu'on veut. Vous n'avez pas forcément de conduit adapté, vous n'avez pas forcément la possibilité d'installer un appareil à combustion, vous pouvez être soumis à des règles de copropriété, vous pouvez dépendre d'un chauffage collectif, comme chez moi. Et selon les tâches d'isolation et la configuration du bâtiment, la capacité à maintenir une température acceptable peut être très différente. Donc oui, sur le chauffage, certains appartements ont une contrainte structurelle beaucoup plus importante qu'une maison. On est d'accord. Et ça, il faut le regarder avant d'avoir besoin du chauffage de secours. Pas le jour où les radiateurs sont froids. Si on retourne au problème, un appartement peut aussi être plus petit. Et ça peut devenir un avantage, parce qu'un petit volume correctement isolé demande moins d'énergie pour être maintenu à une température acceptable qu'un grand volume mal isolé. Si on imagine deux logements, une grande maison ancienne, avec beaucoup de volume, des murs froids, des fenêtres moyennes et une isolation très imparfaite. À côté, un petit appartement correctement isolé, entouré d'autres logements, en cas de coupure, lequel va se refroidir le plus vite? Vous ne pouvez pas répondre simplement la maison, parce que le type de logement ne suffit pas. La performance thermique du bâtiment compte énormément. Il y a même un autre élément, dans un immeuble collectif, votre appartement est entouré d'autres appartements. Ça peut être une contrainte, mais thermiquement, cela peut également limiter certaines pertes par rapport à une maison totalement exposée sur les quatre faces. Et à l'inverse, un appartement situé sous une toiture mal isolée ou au-dessus d'un local non chauffé peut présenter une situation très différente. C'est pour ça que les comparaisons générales sont dangereuses. C'est ici qu'arrive une question essentielle. Combien de temps voulez-vous tenir? Parce que survivre à une panne de chauffage pendant 6 heures, ça se fait. Ce n'est pas la même chose quand même que de passer plusieurs jours en hiver sans chauffage. Là, je sais de quoi je parle. Pendant quelques heures, ton chauffage conserve sa chaleur. Vous pouvez vous couvrir, vous pouvez vous organiser, vous pouvez limiter les ouvertures. Mais plus la durée augmente, plus la température intérieure finit par suivre la température extérieure. Et là, la situation devient complètement différente. Une autre erreur que l'on retrouve souvent, les gens imaginent, si mon chauffage tombe en panne, il faut que je puisse chauffer toute ma maison. Pas forcément. Dans une situation dégradée, votre objectif peut simplement être de maintenir un espace de vie acceptable dans une seule pièce. Une chambre, par exemple, ou une zone de vie. Et là, le besoin énergétique change complètement, au final. L'objectif est de chercher à maintenir des conditions minimales nécessaires, mais attention à quelque chose d'essentiel. La solution de chauffage improvisée peut être beaucoup plus dangereuse que l'absence de chauffage. Et je préfère insister là-dessus, tout appareil à combustion doit être utilisé dans les conditions prévues par son fabricant et avec une ventilation adaptée. On ne transforme pas un barbecue en chauffage intérieur, on est d'accord. On ne fait pas fonctionner un groupe électrogène dans un garage. On ne bouge pas les ventilations parce qu'on veut conserver la chaleur. On ne fabrique pas une installation de combustion improvisée dans un appartement. Parce que vouloir rester au chaud ne doit pas vous conduire à créer un risque d'incendie ou d'intoxication. Si on reprend la méthode, qu'est-ce que je peux corriger? L'isolation, les infiltrations d'air, les pertes thermiques évidentes, la manière dont je répartis l'espace de vie, et parfois même certains équipements. Qu'est-ce que je peux compenser?
je peux prévoir une solution de chauffage de secours, réellement compatible avec mon logement. Je peux réduire le volume à maintenir à une température acceptable. Je peux disposer de vêtements et de couvertures adaptés. Et surtout, je peux apprendre à fonctionner avec moins de chaleur. Mais si c'est structurel, dans certains appartements, l'installation d'un chauffage indépendant peut être complètement impossible. Pas difficile, mais impossible. Il n'y a pas de conduit, il n'y a pas d'autorisation, pas de possibilité technique. Il y a une vraie dépendance au chauffage collectif. Et là, il faut arrêter de chercher une solution magique. La contrainte fait partie du logement au final. Imaginez maintenant quelqu'un qui souhaite pouvoir rester plusieurs semaines dans son logement en hiver avec une forte réduction des réseaux. Il vit dans un appartement au 8e étage, chauffage collectif, pas de possibilité d'utiliser un appareil à combustion, pas de stockage, peu de possibilités techniques pour produire ou stocker de l'énergie. Est-ce que son appartement est forcément mauvais? Non. Mais il doit connaître une chose. Il y a une contrainte structurelle importante. Et si cette contrainte est incompatible avec son objectif, alors le problème n'est plus quel équipement puis-je acheter. La question devient est-ce que ce logement correspond réellement à ce que je suis capable de supporter. A l'inverse, une maison peut sembler parfaite. Poêle, bois, terrain, stockage. Tout est ok. Mais si vous avez 3 jours de bois et que votre objectif est de tenir 3 semaines, votre maison n'est pas autonome. On est bien d'accord. Elle est simplement mieux équipée pour commencer. Mais ça fait une énorme différence. Parce qu'une stratégie solide ne repose pas sur ce que vous avez aujourd'hui, elle repose sur ce que vous pouvez maintenir dans la durée. Alors, pour le chauffage, maison gagnante, potentiellement, surtout lorsqu'elle offre plusieurs solutions réellement utilisables et un environnement permettant de les exploiter. Mais une maison mal isolée dépend d'une seule énergie et équipée d'un système qui ne fonctionne plus sans électricité peut devenir extrêmement vulnérable. L'appartement peut être beaucoup plus limité techniquement. Mais un appartement bien isolé, de petit volume, situé dans un immeuble performant, peut conserver une température acceptable plus longtemps qu'une grande maison très exposée. Donc encore une fois, il n'y a pas de gagnant automatique. Ce qui compte, c'est la dépendance du système, la performance thermique du logement, les solutions de secours réels possibles et la durée pendant laquelle vous pouvez tenir. Mais surtout, ne confondez jamais une possibilité avec une solution. Une cheminée que vous n'utilisez quasiment jamais n'est pas une solution. Un poêle sans combustible, ça n'est pas une solution. Un chauffage collectif sans énergie, ça n'est pas une solution. Une grosse installation théorique que vous ne pouvez pas exploiter dans votre logement, ça n'est pas une solution non plus. Alors après ces 3 premiers points, est-ce qu'on peut dire que la maison est meilleure que l'appartement? Non. Et c'est justement ce que je voulais vous montrer. Pour l'eau, l'énergie et le chauffage, la réponse dépend énormément de votre logement réel, et de ses disponibilités, et de son environnement. Une maison peut avoir de sérieux avantages, c'est sûr, mais aussi des dépendances que l'on ne voit pas au premier regard. Un appartement peut avoir des contraintes importantes, mais aussi certains avantages que l'on oublie complètement. Donc avant de changer de logement, avant de dépenser des milliers d'euros en matériel, il faut commencer par une chose simple. Savoir exactement où sont vos vulnérabilités. Nous n'avons fait que commencer. Il reste encore plusieurs sujets qui, à mon avis, méritent vraiment qu'on s'y attarde. Et notamment les 3 points suivants qui sont pour moi importants. Le premier, c'est l'évacuation et la sécurité. Le deuxième, c'est l'environnement immédiat. Nous reviendrons aussi un petit peu sur le stockage. Donc cette comparaison ne s'arrête pas ici. Maison vs appartement, partie 2 arrivera prochainement. Si vous voulez déjà commencer votre propre analyse, je vous rappelle que le dossier mission M005 est disponible gratuitement dans la description. Il reprend les 15 critères qui permettent d'aller plus loin sur les 6 points que nous allons traiter dans les 2 vidéos. Le lien est juste sous la vidéo.
regardez votre logement objectivement, comparez, vérifiez et décidez. D'accord ? La vidéo pour moi s'arrête là. Je vais vous montrer un petit tips, parce que dans ma vidéo où je parle de la boîte du point alpha, je vais vous montrer un petit sac à dos. Un petit sac poubelle. Et de ce petit sac poubelle, on peut en faire plusieurs choses. On va y revenir. J'y reviens de suite. Tu te souviens, je t'ai parlé de ce petit sac poubelle qui est dans la boîte alpha, pardon. D'accord, la boîte qui a été planquée. Je t'ai dit que ces sacs poubelles, ils pouvaient servir à plusieurs choses, évidemment. Tu peux t'en servir de tarpe, tu peux t'en servir de sac à viande, c'est-à-dire coucher dedans. Mais tu peux t'en servir aussi pour autre chose. Je te montre tout de suite. Voilà, tu peux t'en servir de poncho. C'est-à-dire qu'en fait, il faut découper le haut, t'en découpes une partie, tu vois, là, t'en découpes une partie. Ici, la partie là est coupée en V, en large de cercle. Et ensuite, tu peux t'en servir de poncho. On est bien d'accord. Voilà. Que ça reste un poncho de fortune. On est bien d'accord que ça reste un poncho de fortune. Mais ça fait quand même un poncho. Le petit rabat ici, là, tu le colles dans tes liquettes. Voilà. Et là tu as un poncho. Tu peux mettre une ceinture, ce que tu veux pour le tenir. Et ça peut te permettre de te déplacer quand il pleut. Alors évidemment ça ne fait pas un vrai poncho, mais on peut quand même passer quelques heures sous la pluie avec. Voilà.